La plupart des défis extrêmes racontent une histoire de performance. Mais parfois, derrière un exploit, se cache quelque chose de bien plus profond. Pour Alban, courir 72 marathons en 72 jours, ce n'était pas une prouesse sportive. C'était une manière d'avancer alors que tout s'était arrêté. Au moment où il perd sa maman, un vide immense s'installe. Un vide qui bouscule et qui pousse à chercher une nouvelle manière d'exister. Alors il s'est mis en marche, littéralement. Jour après jour, kilomètre après kilomètre, à la rencontre de celles et ceux qui ont accepté d'ouvrir leurs portes et parfois même un peu leur cœur. Ce récit n'est pas celui d'un homme qui a couru 3221 kilomètres. C'est celui d'un fils qui a cherché une lumière et qui, chemin faisant, a retrouvé la sienne. Je ne serais pas capable de me souvenir du moment exact, au moment où cette idée a commencé à naître, mais je sais juste qu'une fois que ma maman est décédée, dans ma tête il se passe beaucoup de choses. Je suis dans l'immobilier, j'ai un beau poste, je suis directeur des ventes d'un gros groupe immobilier, j'ai la chance de manager plus de 20 personnes, j'ai une voiture de fonction, une carte essence, et il y a la phrase de Mathieu Blanchard, le titre de son livre qui est très forte, où il dit « Vivre d'aventure ». Et c'est vrai que j'ai la chance, moi, on est en septembre je crois, on est en septembre 2024. J'ai la chance d'aller courir avec Mathieu. Il doit être 6h30 du matin. On part courir tous les deux. Il vient malheureusement d'abandonner l'UTMB. Et il me raconte aussi un peu son histoire, parce que j'hésite en fait à quitter mon travail. Et lui, il me raconte tout ce qu'il a fait. Et c'est fou parce que, alors, ça fait très cinématique ce que je suis en train de dire, mais on assiste à un lever de soleil au parc de la Tête d'Or à Lyon qui est juste sublimissime. Et en fait, j'ai face à moi déjà quelqu'un que j'admire, mais surtout un exemple de quelqu'un qui m'a dit « Alban, moi j'ai quitté mon métier d'ingénieur, j'ai divisé mon salaire par 4 pour me lancer, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. » Et en fait, je l'écoute, et je lui raconte toutes mes peurs, je lui raconte tout ce qui se passe dans ma tête, et en fait, ça fait un déclic, parce que j'ai le meilleur des exemples face à moi, sachant que lui est un athlète, et que moi je suis un sportif amateur, mais que notre point commun, c'est la chose la plus difficile pour l'homme avec un grand H, c'est oser. Et donc, lui, il me raconte que voilà, il a subi quand même pas mal de critiques après son abandon à l'UTMB, et qu'il va donc vivre la Diagonale des Fous quelques semaines après, et que cette fois, il va la vivre pour lui, et il gagne la Diag. Et c'est un gros élément déclencheur aussi indirectement, parce que moi, c'est en novembre que je quitte mon travail et que je me dis, allez, c'est le moment de se lancer et d'écrire ta propre aventure. Au moment où on se met d'accord avec mon employeur pour terminer la fin de notre histoire, ça se bouscule dans ma tête parce que ils ont vu à quel point le sport avait pris une place encore plus importante, peut-être trop d'ailleurs pour moi N+1 dans ma vie. Et il faut aussi savoir remercier ses employeurs parce qu'on ne s'est pas quitté fâché. Au contraire, et j'ai même à dire que j'ai quitté mon travail en étant un peu triste. J'aime à préciser que j'ai pas fait un burn-out. C'est-à-dire que non, j'avais juste envie d'autre chose, mais j'adorais ce que je faisais. Et c'est un luxe d'avoir quitté quelque chose qu'on aime. Donc j'ai eu la tristesse de quitter mon poste de directeur des ventes et de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, une aventure, ça se construit. J'aime à dire que moi, je suis un nomade, mais je suis pas un vagabond. C'est-à-dire que le vagabond, il part un peu sans but. Et alors que le nomade, il a un point de départ et un point d'arrivée. Et c'est pour ça que j'aime autant la course à pied, c'est qu'on a une ligne de départ et on a une ligne d'arrivée. Et c'est pour ça que j'avais besoin, quand j'allais partir à l'aventure, justement que ce mot que je ne cesse de répéter, aventure, en soit une vraie et non pas juste un défi. Souvent les gens partent en disant voilà, je fais le Tour de France, je vais essayer de faire tant de marathons, je vais essayer de faire tant de bornes avec tel chrono. Moi, c'est pas la performance qui m'anime, c'est l'autre. Et en fait, en ayant perdu ma maman, je me suis perdu aussi un petit peu moi. Donc la première personne, en fait, égoïstement, que j'avais envie de retrouver, c'était moi. C'était moi, parce que le vide que laisse ma maman, c'est une maman italienne, c'est une maman qui a peur de tout, c'est une maman qui ne savait pas skier, ne savait pas faire du vélo, était angoissée, qui avait du vertige et autres, et qui a appris justement à ses deux enfants de combattre toutes les peurs qu'elle avait. Donc c'est pour ça qu'avec mon frère, on est aussi casse-cou et qu'on aime autant le sport. Donc voilà, c'était ma manière à moi de dire, ok, de quelle manière je peux vivre une aventure, mais qui me correspond, et sur lesquelles, égoïstement, c'est moi qui vais surtout apprendre. C'est moi qui vais comprendre le pourquoi de ce cheminement, parce que
quand ça se termine avec mon travail, j'ai forcément en tête une aventure, mais elle est compliquée parce c'est un brouillon. C'est un brouillon. Et en fait, il faut la façonner. C'est-à-dire que j'ai mis 6-7 mois à la façonner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis admiratif de toutes ces personnes qui font justement des aventures incroyables. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a animé pendant ma jeunesse ? C'est les aventures comme J'irai dormir chez vous, Nuit et culotté, Pékin Express. J'ai eu la chance de vivre Koh-Lanta, donc ok, qu'est-ce qui me correspond ? Donc voilà, donc j'avais en tête d'aller à la rencontre des autres à travers la résilience et le sport, parce que c'est ce qui m'anime. Et souvent on parle d'un Tour de France, mais le problème c'est pareil, pour moi un tour c'est toujours un peu plus du vagabondage que du nomadisme. Donc le nomade il a souvent une boussole, donc j'avais envie de relier les 4 points cardinaux. Parce que souvent on parle de la France du nord au sud ou d'est en ouest, mais on relie rarement les 4 points cardinaux. Donc moi je me suis mis en tête les 4 points cardinaux, j'ai regardé sur une carte combien de kilomètres ça faisait beaucoup, et je me suis rajouté une performance, la performance pas pour aller chercher une performance, mais le marathon, c'est quelque chose qui m'a révélé. En fait, le marathon, ça m'a montré de quoi j'étais capable, et que c'est pas que la tête qui suffisait, mais qu'il fallait aussi expliquer à son corps que c'est dur, et que c'est pas parce que c'est dur qu'il faut le prendre à la légère. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société où on montre peut-être trop facilement que faire un marathon, c'est accessible. Alors que faire un marathon, c'est accessible, oui, parce il suffit juste de s'inscrire. Mais tout le cheminement qu'il y a derrière, c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Et c'est pour ça que en fait, petit à petit, il y a une pièce de puzzle qui se construisait en plus. Les 4 points cardinaux. Je voulais appeler ça d'abord au départ les 4 coins de la France. Parce qu'en fait, aller à la rencontre des Français et des Françaises, pour moi, c'est essentiel. Ça m'agace profondément quand mes amis, quand ils rentrent de l'étranger, ils se disent « Qu'est-ce qu'ils sont sympas, les étrangers !» Et qu'on n'ait plus ce sentiment, nous, en France, de se dire que les Français sont accueillants. Alors, on ne parlera pas des Parisiens, parce que les pauvres, ils sont critiqués 24 heures sur 24. Donc voilà, c'était ma manière à moi de dire non, en fait, cette France, ce que j'aime à dire la France de Jean-Pierre Pernaut, elle est bien plus accueillante et bienveillante qu'on ne le pense, sachant que j'y suis allé avec beaucoup de prétention, mais sans aucune certitude. Avoir l'idée de faire une aventure, c'est une chose, mais c'est vrai que la concrétiser, c'est la chose la plus dure. Et en fait, je pense que le meilleur des plans B, c'était de ne pas en avoir. Avec toute mon insouciance et ma naïveté, malgré mes 38 ans, je me suis dit, de toute façon, on y va, quoi. C'est le moment de se lancer. Quand j'ai mes copains qui me disent « mais t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça », j'ai dit « non, je n'ai peur de rien, parce que si je commence à penser à tout ce qui peut m'arriver, une cheville, dormir dehors ou autre, je fais pas cette aventure. » Donc j'aime bien la phrase de Jacques Brel qui dit il dit « le plus dur quand on a envie de faire le tour du monde et qu'on habite à Cherbourg, c'est pas de faire le tour du monde, c'est de quitter Cherbourg ». Il a tellement raison. Donc quand j'ai pris mon baluchon de 7 kilos sur le dos, que j'ai pris mon train et que je me suis retrouvé à Dunkerque à prendre un bus pour aller à Brédune, que j'ai dormi dans un hôtel à la frontière franco-belge, et que je me suis dit allez, c'est ma dernière nuit avant de pas savoir ce qui se passera sur les 72 prochaines nuits, j'étais aussi apeuré qu'excité parce que j'ai osé. Voilà. J'ai osé faire quelque chose j'ai osé me mettre me confronter à une peur, et de toute façon, il fallait se lancer, quoi. Ce qui m'effrayait, mais ce qui m'excitait le plus, c'est est-ce qu'on va m'ouvrir le soir ? Est-ce que je vais pouvoir faire toc 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 ? Est-ce qu'on va m'accueillir ? Donc c'est vrai que c'est effrayant, et en même temps, je fais partie de ces gens qui ont une profonde confiance en l'homme avec un grand H, en l'humanité, et sont encore plus confiants dans les Français et les Françaises. Cette France qu'on dénigre un petit peu, à laquelle on reproche beaucoup de choses. Maintenant, j'ai envie de vous montrer que vous avez tort, mais en n'ayant aucune certitude de pouvoir le démontrer. Donc c'est effrayant, mais qu'est-ce que c'est excitant d'être effrayé. Au début, quand je suis parti dans ce défi, ce qui était important pour moi, c'était de vaincre ma peur et donc de ne jamais céder à la facilité. Et donc dans ce défi, à la base, je suis parti en me disant je n'irai jamais dormir chez les gens que je connais, et je n'irai jamais dormir chez les gens qui m'invitent. Au final, ça a un petit peu évolué au long du parcours, mais c'est vrai que ce que j'aime à dire, c'est que sur ces 72 familles d'accueil, il n'y en a que 17 qui me connaissaient, et sur les 17, il n'y en a aucun que moi je connaissais. Et c'est ça le plus important, c'est que je voulais pas que les gens puissent se dire, lui, c'est plus facile pour lui parce que lui, il a un peu de notoriété, il est connu via Koh-Lanta ou via les réseaux sociaux. Non. Sur mes 72 familles d'accueil, il n'y en a que 17 où ça a été un petit peu plus facile que les autres, et tout le reste, ça a été de convaincre.
J'ai eu beaucoup de refus. Et pour moi, je me suis jamais offusqué d'un refus. Et même d'ailleurs, quand on me disait non, je partais pas. Je continuais de raconter mon histoire. Parce que pour moi, le plus important, c'était l'échange. C'était d'échanger et d'expliquer ce pourquoi j'étais là. Et que je comprenais totalement qu'on puisse dire non. Parce qu'attention, la question n'est pas de savoir si on accueille quelqu'un chez lui le soir, oui ou non. Non, la question c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de l'accueillir. Et moi, à la question du pourquoi, j'avais envie de les convaincre, et non pas d'insister, j'avais envie de les convaincre qu'on allait partager une parenthèse de vie ensemble. Et qu'ils allaient autant m'apporter que j'espère, j'allais pouvoir aussi leur apporter un petit peu. Donc c'est ça qui m'animait, c'était de rentrer dans l'intimité de gens qui étaient aussi effrayés que moi d'accueillir quelqu'un. On est le lundi 1er septembre et c'est la rentrée des classes. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est ma rentrée scolaire à moi, parce que je suis à Bray-Dunes, donc on est au-dessus de Dunkerque, dans le nord de la France, au point cardinal le plus au nord, à la frontière franco-belge. Il y a un petit carré en bois où il est marqué 1889 dessus, et en fait c'est ce qui délimite la frontière entre à l'époque la France et les Pays-Bas. Et donc ça délimite le point cardinal le plus au nord. Je suis assis sur ce petit carré en bois, ce petit carré de bois, et c'est le moment de se lancer. Je suis sur la plage, et je cours sur la plage avec mon petit pull à capuche, parce qu'il fait frais, il est 8h du matin, et je m'élance vers l'inconnu, et c'est symbolique aussi d'avoir à ma droite la Manche, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que... Il y a deux choses qui me fascinent moi dans la vie, c'est de regarder un feu de cheminée et regarder la mer, parce que l'horizon, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et c'est exactement ce qui m'attendait en fait, c'est un horizon d'inconnu incroyable. Et donc je me lance, je cours, je fais mon premier marathon, symboliquement, je suis attendu par Jean-Paul, qui a une BPCO depuis 1998. Une BPCO, c'est quoi ? C'est une maladie des bronches. Donc en fait, je ne suis pas attendu par quelqu'un qui va m'accueillir, mais je suis attendu par quelqu'un qui va donner encore plus de sens à mon projet, parce que je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, qui est envoyé par la Fondation du Souffle, la fondation pour laquelle je lève aussi des fonds. Et donc je sais que j'ai quand même un but de ne pas arriver trop tard, parce qu'il m'attend vers à peu près 15h30, à 10 km de ma ville d'arrivée, et je vais rencontrer... un soleil en fait. Je vais rencontrer un monsieur qui est appareillé avec un sac à dos de 7 kilos sur le dos, qui est donc atteint d'une maladie des bronches parce qu'il a beaucoup fumé depuis 1998 et qui ne cesse de rire en permanence et en permanence. Et en fait, il va changer totalement mon histoire parce que moi j'ai un sac à dos aussi de 7 kilos sur le dos, et dès l'instant que je rencontre Jean-Paul à 15h30 et qu'il me raconte pendant 1 heure son histoire, plus jamais une seule fois de l'aventure, je me suis plaint de mon sac à dos de 7 kilos, parce que lui, il vit avec un sac à dos de 7 kilos sur le dos depuis 1998, sauf que lui, c'est sa vie. Sa vie, parce que sans ça, il peut pas marcher, il peut pas aller vers les autres, il peut pas parler, tout simplement. Je me permets même cette blague avec Jean-Paul, parce qu'on prend un verre, et je lui dis, vu que tu as une maladie des bronches, est-ce que quand quelqu'un te dit arrête de broncher, tu te vexes ? Et là, il explose de rire. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'on peut parler de choses qui sont dures, mais avec le prisme du sourire et de l'échange. Et donc, je pense qu'il me donne confiance en moi, et c'est pour ça que la première porte à laquelle je tape, j'essuie un non, mais c'est pas grave. Parce que en fait c'est fou, parce que quand j'ai passé mes 42 km 195, c'est à ce moment-là que je me mets en tête, ok, j'ai une pléthore de maisons devant moi à laquelle je vais taper. Et il est à peu près 17h quand je commence à me poser la question. Et je marche, et j'avoue que c'est fou ce qui se passe, et c'est pour ça que je dis que c'est le destin qui embarque cette aventure, c'est qu'il y a 2-3 premières maisons à laquelle je n'ose pas taper. Je ne sais pas pourquoi j'ose pas taper à ces premières maisons. Je continue d'avancer. Je croise une première dame à qui je raconte mon histoire. Elle me dit bonne chance. et je ne sais pas pourquoi je m'embarque dans une rue à gauche alors qu'il y a face à moi d'autres rues à droite, au milieu, derrière. Voilà. Et donc je m'embarque dans une rue à gauche et je me dis allez, j'essaie de prendre mon courage à deux mains. Je tape dans une première porte et ce monsieur m'accueille quand même. C'est important de dire que malgré un non, on peut être bien accueilli. C'est-à-dire qu'il me dit non, malheureusement, moi j'ai ma fille ce soir, donc j'ai pas de chambre de libre pour vous, donc je suis désolé. Il me dit bonne chance. Et en fait, c'est pas parce qu'on me dit non que je raconte pas mon histoire, mais surtout je conclue toujours mon histoire par et au fait, est-ce que vous connaissez pas un voisin qui potentiellement pourrait m'accueillir ? Et il me dit écoutez, il me dit les gens sont charmants dans cette rue, donc
tentez votre chance à côté, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un voisin qui vous accueille. Et donc je tente ma chance dans la porte d'à côté, et c'est là où je tombe au final sur ma première famille d'accueil, sur celle qui indirectement au final, celle qui va me lancer, celle qui va me montrer que mon projet il est possible, celle qui va me montrer que le sourire est un muscle et qu'il va falloir dans tous les cas convaincre le soir, mais qu'il est possible de convaincre les gens. Et que même si elle a peur, même si elle m'accueille quand même, alors qu'il y a ses enfants qui viennent de rentrer de l'école, qui sont en train de raconter des choses, il y a son mari qui est là, qui est professeur de musique, qui trouve cette histoire un peu folle, mais chez lesquels j'ai réussi à susciter de la curiosité. Et ben je viens de faire un marathon et je me souviens, la première chose qu'ils me disent, c'est, il y a les enfants qui sont là, ils me disent, tu veux faire un foot? Et j'adore cette insouciance parce que je viens de faire un marathon, je suis évidemment un petit peu fatigué, mais on va faire un foot. Et c'est symbolique parce que le sport rassemble. On fait un foot avec donc, parce qu'il y a ces petits cousins qui viennent pour raconter aussi leur rentrée scolaire. Et au final, un dîner qui devait être un dîner à 4 pour eux se transforme en un dîner où Perrine appelle sa maman. Et c'est elle qui va chez le boucher, chez le charcutier acheter à manger parce qu'au finalement, ils vont pas être que 4 ce soir. On va être 8 parce qu'il y a aussi la cousine de Perrine qui est là et qui est avec ses 2 enfants. Et donc on se retrouve en fait à être accueillis. C'est pour ça que j'ai appelé ça ce jour-là ma famille d'accueil. C'est que je me suis senti accueilli dans une famille. Ils m'ont ouvert leurs portes alors qu'ils ne me connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas mon histoire. Et pourtant, on va partager une histoire de vie assez exceptionnelle. Et on fait un foot. Le sport est rassembleur. Et quelque chose pour moi qui rassemble encore plus, c'est le dîner. C'est fou comme le dîner est un moment de partage, un moment d'échange et fondamental. Et c'est vrai que on va se réunir autour de tout ce que la maman de Perrine est allée chercher. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est exceptionnel. C'est que je vois qu'il y a autant d'intérêt dans les enfants que dans les parents. Et qu'on va se poser des questions, mais mutuelles, et qu'on va rentrer dans une intimité particulière, et qu'ils vont me raconter leurs mots, MAUX, je vais raconter les miens. Et j'adore le seul regret que j'ai dans le regard de ma famille d'accueil du soir, c'est c'est dommage que demain on vienne pas courir avec toi, parce qu'on aurait bien aimé courir un peu avec toi. Et pour moi, c'est que la mission a été réussie, et puis tous les 4, lui prend sa guitare, parce qu'il est professeur de musique, et ils se mettent à chanter « Je t'aime » de Slimane. Et en fait, les frissons, les larmes montent parce que c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que si j'avais voulu scénariser ça, ça aurait été impossible de le faire, ça aurait été impossible de l'écrire parce que ça va au-delà de tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que ma première journée, c'est fou ce que je vais me dire dans ma première journée quand je me mets au lit et que j'essaie de monter mon réel du soir, donc mon petit vlog, parce que je vais faire un réel tous les soirs pendant 72 jours. Je me dis, Alban, si demain ça s'arrête, c'est déjà fou ce que j'ai eu la chance de vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai plus jamais eu peur pendant 72 jours, c'est que je me suis dit, Alban, vis au jour le jour. Parce que demain, ça peut s'arrêter, et que dans tous les cas, rien que ce que tu viens de vivre aujourd'hui est en soi unique, exceptionnel, et que même si ça s'arrêtait demain, c'est pas grave. Après cette première soirée incroyable, je reprends la route du 2e marathon et j'ai un grand sourire aux lèvres parce qu'il déjà, 1, il fait beau, 2, ma famille d'accueil a été exceptionnelle et j'ai presque la pédance de penser que c'est facile, que ça va être facile et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que je suis très vite rattrapé par la réalité du soir. C'est que le 2e soir, ça va pas du tout se passer comme prévu. C'est-à-dire que c'est là où je m'aperçois qu'en fait, je suis arrivé cette fois un peu trop tôt. J'arrive dans ma ville d'accueil vers 16h, 16h30, mais en fait, quand je tape aux portes, les gens sont pas là. Donc, c'est pas que j'essuie beaucoup de refus, mais c'est qu'il y a peu de personnes qui m'ouvrent leurs portes. Et puis, je vais essuyer des refus. Un certain nombre, je vais essuyer jusqu'à 6 refus. Et donc, il commence à se faire tard. C'est-à-dire que là où on m'accueille à 17h15 le premier soir, il est 18h passé, j'ai essuyé 6 refus. Et je suis vite rattrapé par la réalité. La réalité, que c'est cette aventure, chaque jour sera différent. Chaque jour sera particulier. Et je tape à la porte d'une dame qui me dit, écoutez, malheureusement, mon mari est pas là, il rentre très tard le soir, donc je n'ose pas lui poser la question. Enfin, j'aurais aimé vous dire oui. Elle me dit, revenez vers 21h30. Je dis, il est 18h, donc ça va faire un peu tard. Elle me dit, écoutez, à quelques kilomètres d'ici, il y a une ferme. C'est une dame charmante. Écoutez, tentez votre chance. Et je regarde et faut que je relance. Je crois que j'ai 4-5 km de plus à relancer, mais je prends le prénom de cette dame et j'aime à penser qu'en fait, en arrivant avec le prénom de quelqu'un, déjà, je vais casser une première barrière d'inconnu.
Et donc, je me relance, je mets une demi-heure pour aller dans cette ferme éducative. Et là, je tombe sur une dame charmante qui m'accueille et je lui dis, voilà, je viens de la part de Sandrine, voilà, je fais un marathon par jour pendant 72 jours et la spécificité, c'est que le soir, je tape à la porte des gens et je demande le logis et le couvert. Et là, elle me regarde et me fait, ah oui? Ah ben, c'est original. Elle me dit, oui, bah, si vous voulez, on a une petite maison à côté. Je dis, non, mais moi, ce que je cherche, c'est de partager le logis et le couvert, pas juste de dormir. Elle me dit, ah d'accord. Elle me dit, bah alors, si vous m'aidez à traire les chèvres, avec grand plaisir pour vous recevoir. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, le deuxième soir, il est totalement différent du premier soir. Je me retrouve en fait, après un marathon, à devoir donner à manger aux chèvres, à devoir les traire, à devoir aider pendant 1 heure et demie, malgré la fatigue du deuxième marathon, à échanger avec quelqu'un que je ne connais pas, pendant que son mari, lui, en fait, elle vend des chèvres sur le marché et son mari vend des petits pains 100% bio. En fait, tout ce qu'ils font sont issus de leur propre ferme bio. Et ils me racontent leur histoire et c'est fou comme le contraste est dingue parce que le soir même, je me retrouve autour d'une tarte 100% maison, le pain est fait maison, une tarte au poireau qui est exceptionnelle, avec en entrée on a carottes râpées du jardin et en dessert, je crois qu'on a un petit fromage blanc, enfin en dessert on a forcément du chèvre, pardon. Donc c'est vrai que c'est un contraste qui est exceptionnel. Je dors dans une petite maison qu'ils ont construite de leurs mains parce que lui avant était maçon. Et cette maison, j'ai fait un petit peu peur parce qu'elle est sans eau chaude ni électricité. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai un peu peur et en même temps je suis tellement reconnaissant qu'on m'offre un toit que je me dis que voilà, cette aventure elle est folle parce que chaque soir sera différent. En 2 jours, je suis à plus de 85 km et mon corps commence déjà à montrer quelques petits signes de fatigue. Et d'ailleurs, j'appelle mon kiné, qui est aussi mon coach, et je lui dis j'ai une petite pente au genou gauche. Et il me dit Alban, demain, pour le 3e jour, je veux absolument que tu marches et que tu relances que quand tu n'es pas douloureux à la marche. Parce qu'il dit, n'oublie pas, le plus important Alban, ça va être les 15 premiers jours. Si ton corps, lui était persuadé que si mon corps s'en sortait au bout de 15 jours, est en capacité d'emmagasiner 15 jours de douleur, il y a 99% de chances que j'aille au bout, sauf blessure, voilà. Donc il me dit Alban, s'il te plaît, ménage-toi. J'entends que tu as envie de faire des foot, j'entends que voilà, faut aller traire les chèvres, j'entends que mais s'il te plaît, ménage-toi. Donc le lendemain, prends plus ton temps. Il me dit par exemple, typiquement, tu m'as dit que tu es arrivé trop tôt, et regarde ton heure d'arrivée estimée sur ta montre et prends plus de temps. Quand par exemple tu vas manger, de marcher un peu plus longuement pour la digestion, quand tu vois que tu arrives un petit peu trop tôt, de trottiner plus que de courir, voilà, ménage ton corps. Et donc je l'écoute parce qu'effectivement cette petite douleur, il ne faut pas qu'elle s'immisce dans ma tête. J'ai pas peur qu'elle s'immisce dans mon genou, j'ai peur qu'elle s'immisce dans ma tête. J'ai pas envie de douter. Et surtout j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. C'est fou à dire, mais je vis au jour le jour. Le 3e jour, il pleut des trompes d'eau. Sur les 8 heures de course que je fais dans la journée, il pleut 8 heures sur moi. C'est terrible. D'ailleurs, j'avais la chance d'avoir des vêtements techniques sur moi, Gore-Tex. Mais le principe d'un vêtement respirant, c'est que quand il pleut 8 heures sur le vêtement respirant, le principe du vêtement respirant, c'est qu'il est censé respirer. Donc au bout de 8 heures de pluie, non, la pluie, elle passe à travers. Et donc j'arrive, je suis trempé. Et mes pieds sont dans un état déplorable parce que forcément, qui dit chaussures trempées dit chaussettes trempées. Qui dit chaussettes trempées dit pieds en lambeaux. J'ai longé des départementales, j'ai failli glisser un nombre de fois incalculable. Et là, pour la première fois, il y a un tracteur qui me klaxonne et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Monte avec moi, je te mets au plancher rond-point. » Donc là, je change un petit peu ma trace parce que je me suis trompé un peu sur les premières traces. Je le précise sur les réseaux sociaux qu'un tracteur m'a déposé un peu plus loin parce que j'ai pas envie de mentir sur cette aventure. J'ai pris la voiture 5-6 fois quand c'était trop dangereux, sur des départementales à 110 où j'étais là, ou quand je m'étais totalement perdu pour juste me ramener vers ma trace. Et une nouvelle fois, je pars du principe que c'est une aventure et non un défi, donc j'ai pas à tricher sur ce que je fais. Et pour moi, ça fait partie de la solidarité. Cet agriculteur me dit « Attends, monte, gamin, qu'est-ce que tu fous là ?» Destin aussi fou, mon corps est fatigué, je suis trempé. Et là, je vois un message Instagram d'un spa qui me propose de me faire masser. Le problème, c'est que c'est à 7 km de ma ville d'arrivée. En plus, la condition, c'est qu'elle m'explique que la directrice m'explique que sa masseuse s'en va à 18h30, donc il faut que j'arrive absolument avant 18h si je veux me faire masser pendant une demi-heure. Et je suis trempé, et c'est vrai que j'arrive un peu tôt une nouvelle fois dans ma ville d'accueil, donc je me dis allez Alban, envoie. Et là, j'envoie du 5,45 pendant 6-7 km.
Je pense à mon coach kiné qui doit m'en vouloir de loin. Mais c'est fou ce qui se passe parce que j'arrive pareil dans ce spa en baie de Somme. Et elle m'a pas du tout proposé le logis et le couvert. Hein. Elle m'a juste proposé un massage. Hein. Parce qu'elle a vu toute la journée à quel point il a plu sur moi et que c'était terrible. Et je lui dis, écoutez, avant de dire oui avant de me faire masser, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Et elle me regarde, elle me dit évidemment. Et là d'un coup, elle switch au niveau de son visage. Elle me dit mince, mais Alban, mince, ce soir on a un dîner avec des copains, donc ça va être compliqué. Je fais mais moi ça me dérange pas de venir avec vous. Et elle me dit bah écoute, fais ton massage, je vais leur poser la question et voilà. Et donc je pars me faire masser sans savoir vraiment si je vais pouvoir avoir un grand oui. Et je ressors de là et elle m'a lavé mes vêtements, elle me les a mis au sèche-linge. Et elle me dit on va dîner avec mes amis et ils sont ravis de t'accueillir parce qu'eux aussi font du sport et le hasard fait qu'un des amis chez qui mon mari va ce soir a fait un tour d'Europe à vélo et il est ravi que tu lui racontes son histoire et c'est ça qui est fou, c'est que je me retrouve le soir même, c'est-à-dire que je ne passe même pas chez eux, on va directement en fait chez leurs amis à me retrouver à dîner autour de gens que je ne connais pas qui m'accueillent et qui me racontent aussi leur histoire. Et donc, mon corps, en fait, c'est fou comme mon corps switch. En fait, quand j'arrive et que je tape à la porte des gens, je suis épuisé. Mais dès l'instant qu'on me dit oui et qu'on m'offre une douche, le logis et le couvert, j'aime à dire que mon corps, en fait, il est hybride. C'est-à-dire que dès qu'il est fatigué, dès qu'il n'a plus de batterie, il se recharge avec les gens. Et mon but, c'est pas du tout d'aller me coucher le plus tôt possible. Mon but, au contraire, c'est de continuer d'un point de vue hybride à me nourrir de ce qu'on m'offre et de ce qu'on me donne. Et quand j'entends qu'un monsieur a traversé l'Europe, lui, il voulait relier les capitales, donc il est parti de baie de Somme pour aller atteindre Athènes en vélo, et qui trouve ça fou que je puisse le soir, non pas dormir dans une tente ou dans un gîte, mais taper à la porte des gens, ben, je me dis que cette aventure, elle est beaucoup plus folle que je ne le pensais. Quand je raconte mon histoire, forcément, on a l'impression que je suis dans le monde des bisounours et qu'il n'y a que des gens qui sont formidables et qui m'accueillent. Mais en fait, il faut aussi ne pas oublier que quand je parle d'une famille d'accueil, ça veut dire qu'aussi précédemment, j'ai essuyé beaucoup de refus. Et en fait, c'est ça ma force, c'est de jamais me concentrer sur les refus. Parce que je pars toujours du principe que les gens ont leur raison de dire non. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ceux qui vont me dire oui. Et pourquoi est-ce que toutes les aventures et toutes les parenthèses de vie que j'ai eues le soir même ont été fortes? C'est parce que c'est indirectement avec des gens ouverts. C'est des gens qui ont dit pourquoi pas. Et la fois, on fait un bond en avant à la veille des Pyrénées, j'essuie 17 refus. Et pourquoi est-ce que je reste confiant jusqu'au bout? C'est que je savais indirectement que si il devait y avoir une 18e, une 19e ou une 20e famille d'accueil, c'est eux chez qui je devais aller. C'est le destin. C'est de croire au destin. Ma force aussi, je pense, c'est de ne pas avoir peur de dormir dehors. C'est que je pars du principe que dormir dehors, c'est aussi une aventure en soi. Dormir dehors, c'est aussi une introspection en soi. Dormir dehors, c'est aussi se confronter à une réalité de beaucoup de personnes aussi qui sont confrontées à dormir dehors. Donc, je n'ai jamais eu peur de dormir dehors parce que ça fait partie aussi de l'aventure. Et je pense que c'est ce qui m'a servi et c'est ce qui m'a fait garder mon sourire, même quand je tape à la porte de ma 18e famille d'accueil qui me disent oui. J'ai gardé cette même énergie. Et ça me fait penser à un soir où je tape à la porte d'un monsieur, c'est une très belle maison vers Trouville, et il me regarde et il me dit « Attends, t'es en train de me dire que c'est ton 6e ou 7e marathon, que t'es épuisé, et que le soir en plus tu dois convaincre les gens du logis et du couvert, tu dois trouver l'énergie suffisante de convaincre, et en plus, une fois que t'as convaincu, de continuer à converser, à passer la soirée avec eux. » Il me dit « Mais évidemment que je t'accueille. » Il me dit « Je trouve ça fou. » Et là, sa femme, elle le dit « Mais t'es sûr ?» Elle me dit « Tu sais qui t'entend ?» Elle me dit « Oui, je sais. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de second degré et d'humour dans cet échange. C'est que les gens, ils sont sans filtre, en fait. Ils sont sans filtre parce qu'ils avouent leurs mots et leurs peurs devant moi. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est que tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais ce que je retiens, c'est qu'au final, oui, dans les 72 jours, j'ai jamais eu à dormir dehors. J'ai eu peur une dizaine de fois, on va pas se le cacher. J'ai envisagé 3-4 fois, quand il était très tard, j'avais vu un pont. J'avais vu aussi une ferme dans laquelle où je pouvais dormir, et même un soir j'avais vu une péniche qui était inhabitée, sur laquelle je sais que en débâchant le toit j'aurais pu dormir dedans. Mais voilà, ma force c'était toujours de croire en ma bonne étoile, et cette bonne étoile je savais quel prénom elle avait, quoi. Évidemment que je fais référence à maman à ce moment-là parce que je lui parle beaucoup, parce que ma mère qui était très croyante voyait des signes de partout. Moi quand elle est décédée, j'ai une amie qui m'a dit « Alban, les signes
les signes, c'est comme la vie. Il faut savoir les accueillir. C'est comme le destin. C'est-à-dire que les signes, on n'y croit que si on est attentif à eux. Si tu te fermes, tu les verras jamais, les signes. Moi, par exemple, ma maman, dès qu'elle voyait une pie, elle disait, tu vois, Alban, ça c'est ta grand-mère. Et elle me disait toujours, quand je serai plus là, quand tu verras une pie, c'est moi qui te ferai un petit clin d'œil. Et j'en ai vu tout le long de mon aventure, des pies. C'était incroyable, dans les moments durs, dans les moments de joie. Même de temps en temps, il y a des jours entiers où je voyais pas de pie et je me disais, où t'es ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et voilà, donc évidemment qu'elle m'a accompagné. Et voilà, ma bonne étoile, c'était d'être persuadé que mon histoire, que notre histoire était plus forte que tout et qu'il y a forcément des gens qui seraient prêts à l'entendre et à la partager. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'en final, à la fin, c'est pas mon histoire que je partageais, c'est l'histoire des gens. Parce que en racontant mes mots, MAUX, les gens me racontaient les leurs, et on s'est retrouvés le soir à pleurer, à se pleurer dans les bras, parce qu'ils me racontaient aussi les histoires de vie. Et c'est ça qui est fort à mettre en avant, c'est qu'on pense tous qu'on n'a pas forcément des choses à raconter, mais en fait, si. Les histoires de chacun, elles sont bien plus fortes et bien plus puissantes qu'on ne le pense. Et quand on juste prend le temps d'écouter ce qu'on a vécu, on s'aperçoit qu'en fait, on a bien plus d'atomes crochus les uns aux autres et qu'on devrait bien plus s'entraider mutuellement qu'avoir cet entre-soi qui fait qu'on a peur de l'autre. Donc, évidemment qu'elle m'a accompagné et qu'elle m'a poussé tout du long, quoi. Au fur et à mesure des semaines et des kilomètres, de la découverte de la France et des Français, c'est vrai que je mets l'aspect positif de ce que je suis en train de vivre, mais en fait, grâce à la résilience, je vis des choses exceptionnelles, mais à cause de la résilience, mes petits problèmes sont aussi multipliés par 10. C'est-à-dire qu'autant mes joies et ce que je vis le soir chez les gens me touchent puissance 8000, autant, dès qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, tout est démultiplié par 10 aussi. C'est-à-dire que un matin, quand j'arrive pas à télécharger ma trace Strava sur ma montre Garmin, c'est fou comme ça m'obsède, comme ça me prend la tête, comme je passe 2 heures sur ma montre alors qu'en fait j'ai le tracé sur mon téléphone, c'est pas grave. Et c'est fou comme dès que j'ai un petit bobo qui apparaît, ça devient obsessionnel en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai, est-ce que mon corps va tenir. C'est fou comme dès que, en fait, même ma colère, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui m'agace, quand je me perds, quand par exemple un jour j'arrive pas à trouver de boulangerie et que je fais 2 km de plus parce qu'un monsieur m'indique qu'il y a une boulangerie à 2 km de plus, donc je sais que je vais faire 4 km en plus, et qu'au final j'arrive devant cette boulangerie et qu'elle est fermée, et que je me dis mais pourquoi est-ce qu'il m'a indiqué cette boulangerie, il avait l'air du village, qu'est-ce qui se passe? En fait tout se démultiplie, ma colère est démultipliée aussi forte que ma joie. Et c'est là aussi où je me rappelle, et c'est ce qui me plaît, c'est que la finalité, c'est que dans le verre, je arrive toujours à le voir au final à moitié plein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma colère prend le dessus, j'arrive à me rappeler d'un moment fort, c'est-à-dire d'un paysage, d'une église. Je vais croiser des biches, je vais me dire, mais c'est Alban, regarde autour de toi, quoi. Profite en fait, profite de ce qui se passe parce que il faut pas trop laisser place à la colère, sachant que de temps en temps, c'est humain. C'est humain d'être en colère contre une montre, c'est humain d'être en colère contre un genou, c'est humain d'être en colère contre soi-même, c'est humain d'être aussi en colère contre des gens qui nous indiquent un mauvais chemin, c'est humain d'être en colère contre des gens qui ne nous comprennent pas et qui ne comprennent pas cette aventure. Mais ce qui va devenir fou en fait, c'est que l'humanité va à chaque fois prendre le dessus sur cette aventure. C'est-à-dire que là où on parle d'introspection, les 2 premières semaines, j'étais extrêmement seul. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des personnes qui venaient m'aider. Et il y a un tournant fort dans cette aventure, c'est que le dimanche du 7e jour, j'ai pas de boulangerie autour de moi. J'ai pas calculé ça, voilà. Je m'agace. Il est 15h, 15h30, on est dimanche, il n'y a plus aucune boulangerie qui sera ouverte. Et dans mon calcul, j'ai pas pensé en fait que dans les chemins que j'allais passer, j'étais persuadé avec ma naïveté que j'allais toujours croiser des boulangeries. Mais non seulement j'en croise pas, mais en plus celles que je croise, on est dimanche, c'est fermé. Et donc je le dis sur les réseaux sociaux. Et c'est là où la dimension Forrest Gump et humaine va prendre un autre tournant. C'est qu'il y a une maman avec sa fille de 7 ans qui voit ça, et qui va dire à sa fille, allez vite, on va lui faire un jambon beurre et on va essayer de le trouver.
je tiens à préciser que les gens devaient me trouver. Je partais du principe que moi, le soir, je devais trouver ma famille d'accueil. Et que donc, les gens, indirectement, c'est pas pédant. Mais les gens, s'ils voulaient venir à ma rencontre, il fallait qu'on se trouve. Pourquoi ? Parce que la joie, elle serait mutuelle. Parce qu'on n'aurait aucune certitude de se trouver mutuellement. Moi, je savais pas qu'on m'attendait. Et quand je vois cette maman me klaxonner en me disant « Ça fait une demi-heure qu'on te cherche, Alban, on a un sandwich pour toi », eh ben, évidemment que les larmes me montent. Évidemment que je me dis « Mais attends, cette maman avec sa fille de 7 ans, ils m'ont fait un sandwich jambon-beurre et ils se mettent à marcher un petit peu avec moi. » Et en fait, ça a touché les gens que je dise que j'ai pas à manger. Donc en fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont cherché pour me donner à manger. Il y a une maman qui a une 60aine d'années. Elle s'arrête au bord de la route. Elle me dit, moi, je suis pas du tout sportive. Elle me dit, j'ai pas de sandwich. Mais elle me dit, regarde, je t'ai amené des bananes, des pommes potes et autres que j'accueille avec plaisir. Et là, elle me raconte qu'elle a perdu son papa, elle aussi, d'un cancer du poumon il y a 12 ans. Et on se pleure dans les bras mutuellement parce que en fait, je suis fatigué. Elle me dit que ce que je fais la touche et on pleure, mais c'est des larmes un peu c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de partage en fait. C'est des larmes de allez, je suis là pour toi, t'es là pour moi, viens on s'apporte mutuellement. Et je repars avec 2 pommes potes et une banane. Et donc je filme pas nos larmes, mais je filme notre joie et la chance d'avoir eu quelqu'un qui m'a... Non seulement j'ai eu un sandwich, mais en plus j'ai un dessert. Et en fait, ça fait un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que les gens vont venir à moi pour me donner à manger, oui, mais surtout pour me nourrir. Et le mot nourrir, il a à lire dans les deux sens. C'est qu'ils vont me nourrir de leurs expériences, de leur vécu, de leur histoire, mais aussi avec le clin d'œil de nourrir du chauvinisme régional. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de fou, c'est qu'on va pas m'amener que des pommes potes ou des bananes ou des sandwichs, on va m'amener aussi des produits locaux. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai aimé dans ces 72 jours, c'est que j'ai rencontré la France des régions aussi. La France de la fierté régionale, la fierté des Bretons, mais pas que, des Alsaciens, des Jurassiens, des Catalans. Et je trouve que c'est beau. Et voilà, c'est ça qui est fort, c'est que petit à petit, l'effet boule de neige va faire que je vais rencontrer des Français, des Françaises, parmi lesquels mon histoire va toucher, mais toujours en gardant en tête que le soir, il faut faire toc toc toc. Dans toute cette aventure, il y a beaucoup de moments où j'ai eu peur, mais pour moi, la peur, elle est fondamentale, elle est excitante. Moi, je me souviens quand j'ai fait un sport de combat, mon professeur de full contact me disait toujours, Alban, la peur, elle est essentielle parce qu'elle permet de prendre conscience du danger. Et en fait, si tu n'es pas conscient du danger, tu as encore plus de risques de te faire mal ou de te blesser. S'il y a quelqu'un qui t'agresse avec un couteau face à toi, fuis. Si tu as la possibilité de fuir, fuis. Parce que ça veut dire que tu as peur et que tu ne penses pas que tu es en capacité d'endiguer quelqu'un qui t'agresse. Donc la peur, oui, elle a été permanente. Mais pour moi, la peur a été un moteur. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'aimais à ne pas être sûr de savoir chez qui j'allais dormir le soir ? Parce que j'avais besoin d'avoir peur toute la journée pour essayer d'arriver à une heure fixe. Parce que si, par exemple, je pars le matin et que je sais qu'on m'attend, qu'est-ce qui me pousse, moi, à vouloir arriver avant 17h30 ? Qu'est-ce qui me pousse, moi, à vouloir arriver avant la nuit ? Donc, pour moi, la peur, elle est essentielle parce qu'elle m'a permis de prendre soin de moi. Quand j'avais, par exemple, je suis à J10, ça fait 10 jours, et là, mon mollet, il est en train un petit peu de lâcher. J'ai une grosse douleur au mollet. Je raconte, pareil, sur Instagram, il y a les réseaux sociaux, que j'ai une grosse douleur au mollet. Et cette histoire est folle parce que j'ai un jeune homme de 20 ans qui me retrouve à 5-6 km de l'arrivée. Et qui me dit, écoute, est-ce que tu veux dormir chez nous ? Parce que tu es dans la famille, tu es dans la ville où on habite. Est-ce que ce soir, tu veux venir dormir à la maison ? Je lui dis, écoute, vu mon état, avec grand plaisir. Et là, c'est fou parce que je marche. Je marche en boitant. Je marche en boitant parce que j'ai une douleur au mollet qui est terrible. J'espère que c'est une contracture et non pas une déchirure. Et en fait, il s'avère que ma famille d'accueil du soir, lui, est éducateur sportif. Elle est infirmière. Et donc, ils m'accueillent, pareil, de manière exceptionnelle. Ils ne savaient pas trop ce que je faisais. Je leur parle de la Fondation du Souffle et je leur dis, voilà, je raconte que ma maman est décédée d'un cancer du poumon. Mais je dis, la Fondation du Souffle, ce n'est pas que le cancer du poumon, c'est l'asthme. Et là, les larmes leur montent. Je dis, mais pourquoi ? Il me dit, mais tu sais, mon fils de 20 ans qui est venu te chercher, nous, à 6 ans, il avait un asthme sévère. C'était un enfant bulle et ils me ressortent l'album en pleurant, en disant, c'est le destin que tu sois là, c'est fou. Et leur fils de 20 ans qui est venu courir avec moi pour me chercher et qui m'a trouvé, me ramène
à nouvelle fois sur la fondation du souffle, sur le pourquoi, sur le clin d'œil de ma petite maman, sur toutes ces choses-là. Et à 21h30, j'en suis à ma deuxième assiette de pâte à la crème avec des escalopes incroyables. Et il y a un toc-toc-toc. Et là, c'est un ami ostéo qui débarque avec sa table et qui me masse le mollet. Il suspecte une mini déchirure du mollet. Donc il me dit évidemment le lendemain d'être beaucoup plus vigilant. Et là, incroyable, il explique à ma famille d'accueil comment me strapper pour que justement être un peu allégé le lendemain. Et c'est ce jour-là où j'ai compris que à chaque fois que j'aurais peur de quelque chose, c'est les autres qui allaient endiguer celle-ci. C'est qu'en fait, dès que j'avais peur d'une famille qui pouvait potentiellement être avec lequel il se passerait pas forcément quelque chose, ben non, ils arriveraient à me démontrer que les a priori qu'on peut avoir sur une personne qui nous ouvre la porte, en fait, ben ces a priori-là, c'est eux qui vont nous les démontrer, et que la peur que j'ai, qui m'anime, eh ben elle va s'estomper avec les gens et avec ce que je vis. Parmi tout ce que je vis, il y a une chose qui me touche et qui est dure en fait à faire à chaque fois. C'est au final, j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent courir avec moi, d'avoir mes amis, d'avoir ma copine, d'avoir mon frère qui viennent courir avec moi. Et en fait, le plus dur, paradoxalement, c'est les adieux. En fait, c'est une aventure que j'étais prête à vivre seule. C'est une aventure que j'étais prête à faire seule du 1er au 72e jour. Et au final, c'est une aventure qui prend forme avec les gens qui m'accompagnent, mais aussi avec mes proches. J'ai eu la chance aussi d'avoir eu mon frère, d'avoir eu ma copine, d'avoir eu des gens qui comptent. Et le plus dur, en fait, c'est pas leur venue, c'est leur départ. Je mets beaucoup de temps avant de me remettre de leur départ, parce qu'on a vécu aussi des moments très forts et on les a partagés aussi à deux. Et je sais que c'est des parenthèses de vie qui sont fortes et qui sont en fait à l'image d'une arrivée qui va sonner de manière très particulière. C'est mon passage à Lyon. Moi, je suis lyonnais. Et mon arrivée à Lyon, c'est une arrivée symbolique parce que on est dimanche 26 octobre et c'est le passage à l'heure d'hiver. C'est une journée que j'ai redoutée parce que le passage à l'heure d'hiver, ça veut dire qu'il va falloir que je change beaucoup d'habitudes. Mais c'est aussi une journée qui est très symbolique parce que c'est ma ville de cœur, je suis lyonnais. Et je ne m'attendais pas en fait à un tel accueil, mais à aucun moment dans ma tête, il faut que je me dise que c'est l'arrivée. C'est juste une étape et non pas l'arrivée. Et ça va être fou cette journée parce que je pars de Condrieu. Et dès le début de la journée, il y a 10-15 personnes qui sont à mes côtés. Et ça va grandir, vraiment, heure après heure, jusqu'à arriver vers les quais du Rhône, où j'ai tout simplement une 50aine de personnes qui m'entourent. J'ai une arrivée à Lyon, mais qui est exceptionnelle. Il y a plus de 150 personnes qui sont sur la place Bellecour. J'arrive pas à retenir mes larmes parce que c'est beau. J'ai mes proches parmi cette foule, mais j'ai aussi une foule d'inconnus, des plus jeunes aux plus âgés, qui sont là et qui m'encouragent et qui m'applaudissent et qui... c'est là où c'est la première fois où je suis en train de prendre conscience de la dimension humaine et exceptionnelle de cette aventure. C'est là où je me dis... mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en même temps, je sais que ça va être très dur à dire ça, mais en même temps, j'essaye de jamais trop sortir de ma bulle. Parce qu'en fait, dans mon sac à dos, j'ai la clé de chez moi. Et l'arrivée place Bellecour, moi j'habite pas trop loin de la place Bellecour, et à aucun moment il faut que je me mette en tête que je serai mieux chez moi que chez les autres. À aucun moment il faut que je me dise, ça y est, je suis arrivé. Il faut que, c'est fou, j'ai mon père qui me regarde, j'ai mes amis qui sont là, et je dois rester concentré, quoi. Et en même temps, profite, Alban. Profite. C'est fou. C'est fou ce que tu vis, c'est fou ce que ça draine, c'est fou ce que tu es en train de montrer. Tu es en train de montrer que oui, la bienveillance des Français et des Françaises, elle existe encore. Et cette arrivée Place Bellecour en est encore la preuve que des gens qui ne me connaissent pas sont venus avec leurs enfants, avec des pancartes, courir quelques kilomètres avec moi ou juste m'attendre Place Bellecour. Un signe du destin de fou aussi, c'est qu'il a plu des trompes d'eau la veille, il va pleuvoir des trompes d'eau le lendemain, il pleut 1 heure avant mon arrivée, et l'arrivée Place Bellecour, on a un soleil extraordinaire, on a un coucher de soleil voilà, qui est digne des meilleurs graphistes, s'ils avaient envie d'imaginer ça. Donc c'est voilà, évidemment qu'on y voit le destin qu'on a envie d'y voir là-dedans, mais c'est fort, c'est émouvant, c'est beau, mais non, je ne dormirai pas chez moi. Non, j'ai pas envie de sortir de ma bulle. Et oui, quand un jeune couple d'ostéo me propose de dormir chez eux, donc oui, là, j'ai pas eu à faire toc toc toc. La réponse est évidemment oui. Et c'est pour ça que j'ai adoré en fait ne pas sortir de ma bulle. Et le soir, la première question que je leur ai posée, c'est décrivez-moi ce que vous avez vu, vous.
Et en fait, j'ai été ému d'écouter leurs mots, MOTS, de mon arrivée, parce que moi, j'avais pas trop envie de me dire que c'était l'arrivée, parce qu'il y restait encore beaucoup de marathons, et qu'en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais vers la fin, la dernière semaine, ça a été les marathons les plus compliqués à vivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès l'instant que ma tête a commencé à comprendre que j'arrivais bientôt, c'est là où mon corps a lâché. C'est là où mon corps souffrait beaucoup plus. C'est un peu à l'image de quand on a envie de faire pipi et qu'on voit la porte au loin, bah bizarrement, l'envie, elle est démultipliée, quoi. Et c'est fou tout ce qui se passe dans notre tête, parce qu'en fait, on voit la porte, donc nos yeux envoient un signal comme quoi on a envie de faire pipi, et là, on a le sentiment qu'on va se faire pipi dessus. Et là, c'est ça où ça a été terrible, c'est que l'arrivée où c'était censé être un soulagement, bah ça a été très, très compliqué. Mon corps me lâchait. La veille de mon dernier marathon, j'arrive à Soufflenheim. Et là, pareil, j'ai la chance de courir avec une quinzaine de personnes. Et à Soufflenheim, on me propose de dormir chez les gens de Soufflenheim. Et en fait, non, ce soir-là, j'ai envie de faire toc toc toc. Comme la veille, pareil, on m'a proposé une choucroute incroyable et j'ai eu envie de faire toc toc toc. Parce que voilà, ça faisait 16 fois que j'avais déjà dit oui sur les 72 et je savais qu'à Lauterbourg, lors de ma dernière arrivée, je dirais oui à une famille qui m'accueillera. Mais la veille de mon dernier marathon, je dis aux gens que non. Que ce soir, une nouvelle fois, je vais me laisser porter. Et c'est fou comme le destin est exceptionnel. Et une nouvelle fois, ma maman m'accompagne de la plus belle des symboliques, c'est que je ne savais pas, mais Soufflenheim, c'est un peu la capitale de la poterie. Moi, ma maman, elle vendait de la vaisselle. Et donc, j'arrive devant une immense usine de poterie. Je rentre, je viens de dire non à plein de gens qui m'offraient le logis et le couvert. Et pareil, des familles exceptionnelles, des gens qui ont des histoires aussi à me raconter. Mais j'avais envie de me retrouver dans ma bulle. Je sais que c'est l'un des derniers soirs où, avant demain, à Lauterbourg, j'aurai une arrivée un peu folle. Je le sais, je le sens. Mais voilà, c'est le dernier soir où je me retrouve avec moi-même et je rentre dans cette usine immense de poterie. Et je fais pas toc 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 dans la poterie, mais je raconte mon histoire. Et je tombe sur une famille. Et je leur dis, en fait, au lieu de demander toc toc toc, je fais, est-ce que ça vous dérangerait pas de me faire visiter votre usine ? Et là, elle me fait visiter l'usine. Et en fait, c'est une usine familiale depuis 1750. Elle me raconte la poterie, que c'est pas de la faïence, c'est pas de la porcelaine. Et forcément, moi, je lui raconte l'histoire de ma maman, qui vendait de la vaisselle, de la porcelaine blanche, de second choix, parce que ma maman, une assiette de porcelaine, ça vaut un peu cher, et donc ils avaient eu l'idée à l'époque avec mon papa de racheter de la porcelaine de Limoges de second choix, et donc c'est pour ça que c'était des assiettes imparfaites, mais qui faisaient qu'on pouvait aussi avoir un beau service chez soi. Et elle me raconte toute son histoire, elle me raconte l'histoire familiale depuis 1750, et à un moment, on rentre dans une porte et là, on croise Richard. Richard, c'est son papa. Il a 75 ans. Il a sa blouse de travail et il raconte son histoire. Il raconte que lui, son bonheur, c'est ça, quoi. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que vous pensez que c'est important de faire ce qu'on aime ? Il me dit, mais c'est pas que c'est important, Alban, c'est fondamental. Il dit, moi, c'est mon bonheur. Il dit, là, tu vois, vous allez sûrement manger à 20h. Il me dit, mais moi, je vais rester à faire ma poterie parce que c'est l'histoire familiale, parce que et là il part, il se confie tout de suite sur des choses qu'on ne dira pas, mais sur la perte de son papa très tôt dans cette usine, sur tout ce que ça représente, sur toute la symbolique, et là je la regarde et je lui dis, mais est-ce que ça te dérange si ce soir je fais toc 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 chez toi, quoi, parce que je trouve que votre histoire elle me touche, et je lui raconte l'histoire de ma maman. Et là, elle est un peu... à la base, c'était pas pour ça que j'étais rentré dans cette usine. Parce que je fais toc-toc-toc, en principe, dans des maisons. Et elle me dit, un peu prise, elle me dit, écoute, hier, on est rentré tard, à 2h du matin, je vais quand même poser la question à mon mari, mais en même temps, ton histoire me touche, et un coup de fil, et ça dure 5 secondes, la conversation. Et ils me disent, écoute, oui, avec grand plaisir. Et je me retrouve à dormir dans la maison familiale, parce qu'en fait, tout le monde dort dans cette maison. Il y a les parents qui sont au dernier étage, il y a sa sœur qui est au premier étage, eux sont au rez-de-chaussée. Et c'est vrai que c'est un peu comme dans Tom Tom et Nana, quoi. Il y a un côté familial qui est exceptionnel. Je rencontre leur fille, on joue,
ils me font des pâtes. Son mari est triste parce qu'il me dit Alban, moi je cours aussi beaucoup, mais j'ai un entraînement de natation ce soir, je vais pas pouvoir partager ce moment et pourtant ça m'embête parce que je trouve ça incroyable. Mais demain je partirai courir avec toi et c'est pour ça que j'aime à dire que l'histoire de mon dernier marathon, il commence la veille et non pas le matin même, parce que le matin je me réveille en me disant quelle chance, Alban, tu as eu de vivre une parenthèse de vie avec cette famille de potiers depuis 1750, sachant que la sœur a débarqué, est venue juste partager le dessert avec nous. Voilà, c'était à l'image de tout ce que j'ai vécu. C'était une ultra famille, quoi. Une maison familiale d'histoire. Et je lui ai posé les questions et le soir même, je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu retiendras de tout ça? Elle me dit, je retiendrai que c'est le destin et que l'histoire avec ta maman me touche parce que tu as rencontré mon papa, tu as rencontré Richard, il a 75 ans et tu vois là, il est 22h30, il est sûrement encore à son atelier parce qu'il adore ne pas partir avant 23h. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que le matin, je pars pour faire mon dernier marathon et je me dis qu'est-ce qu'on a vécu, quoi. C'est des choses qui sont à l'image de tout ce qu'on a pris pendant 62 jours dans la figure, quoi. C'est des moments qui resteront gravés à jamais. Donc, bien sûr que je suis fatigué. Bien sûr que mes jambes, elles me disent quand est-ce que ça s'arrête, mon pote, quoi. Mon pote à la compote. Mais c'est vrai que je m'agace même pendant que je fais mes premiers kilomètres de me dire j'aime pas trop le tracé. Voilà. Voilà. Je m'agace de me dire Alban. Tu regretteras de ne pas avoir plus profité des kilomètres. Et voilà. Et puis au final, pareil, je mets pas de live track. Le chemin, je suis pas facile à trouver. Et pourtant, les gens arrivent à me trouver. Et puis on arrive au point cardinal avec une dizaine de personnes. Et puis ensuite, le point cardinal, c'est pas l'arrivée finale, c'est Lauterbourg. C'est la ville de Lauterbourg qui est le point cardinal le plus à l'est. Et il y a une quinzaine de personnes qui courent à mes côtés. Et puis j'ai l'impression que mon mollet droit a lâché un peu. Enfin, mon corps, là, il est en train de me dire ça y est, c'est le moment d'arriver. Et puis l'arrivée à Lauterbourg, elle est folle parce que il y a une centaine de personnes qui nous attendent. Il y a le maire de la ville qui nous attend. C'est une arrivée. En fait, c'est une arrivée. C'est une arrivée qui est à l'image de tout ce que j'ai vécu, inattendue, bouleversante. Évidemment que je pleure, c'est-à-dire que je suis en incapacité de retenir mes larmes, je suis en incapacité de me contenir et en plus on me demande de faire un discours, quoi. Sachant que le maire en plus a des mots assez exceptionnels et donc je fais un discours où j'essaye de rendre hommage aussi à ma petite maman et c'est fou parce que la cagnotte en ligne, je la mettais pas très souvent pour justement maintenir cette rareté. Et la veille, je la mets parce qu'il y a aussi des gens qui ont couru avec moi et des gens qui ont été atteints de maladies respiratoires. Elliot qui avait la mucoviscidose, je vais parler de Jean-Paul du premier jour, mais aussi Rémi qui est atteint d'un asthme sévère qui court avec moi la veille. Et je remets la cagnotte en ligne. La cagnotte en ligne, la veille, était de 21 000 €, sachant qu'on visait 15 000, donc on était déjà très heureux. Et j'arrive, je fais mon discours et je dis je crois qu'on a atteint plus de 21 000 €. Et là, j'ai une personne de la Fondation Youssouf qui est là qui me dit non Alban, on est à plus de 30 000 €, quoi. Et ouais, donc tu rends hommage à tous ceux qui t'accompagnent et tu regardes tous ces gens-là et tu leur dis merci, quoi. C'est le seul mot, c'est le mot le plus court et pourtant c'est le mot le plus fort que j'ai envie de leur dire, quoi. Parce que c'est eux qui m'ont permis de vivre cette aventure incroyable et je m'estime ultra reconnaissant en fait de ces Français et ces Françaises qui m'ont accompagné tout le long et qui m'ont permis en fait de vivre une aventure exceptionnelle. Et forcément, on me demande vers qui ma première pensée se porte, et évidemment que je pense à ma mère et que tu te dis voilà, elle a réussi au moins à faire que ses peurs à elle ne les ait pas transmises à ses enfants, quoi. Et que donc oser affronter ses peurs, c'est tout ce qu'on retiendra. Et donc merci d'avoir pu donner suffisamment de force à son fils, d'être allé au bout de cette incroyable aventure. La question n'est pas de savoir si ma maman avait été là le jour de l'arrivée, parce que la réponse est ma maman était là le jour de l'arrivée, forcément. Elle a été présente pendant 72 jours, donc évidemment que à l'arrivée elle était là, quoi. Donc qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Elle aurait sûrement eu les larmes aux yeux
elle se serait mise un peu en retrait. Parce que forcément, elle n'aurait pas aimé être sur le devant de la scène. Donc voilà, elle se serait mise en retrait, elle m'aurait regardé de loin. Et elle m'aurait souri, et c'est exactement ce qu'elle m'a fait quand je suis arrivé. Voilà, et on aura l'occasion largement d'en reparler tous les deux un jour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. S'il y a quelque chose que j'ai découvert sur moi, c'est que même si on a déjà entendu cette phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est tellement fort à dire. Ce que j'ai découvert sur moi, c'est que on a besoin des autres pour avancer, mais qu'en même temps, l'introspection sur soi, elle est essentielle. La plus belle leçon de vie, on l'apprend dans un avion. On vous explique que quand les masques tombent, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord mettre le masque sur son propre visage avant de vouloir aider les autres. Et en fait, égoïstement, je pense que j'ai d'abord fait cette aventure pour moi, et qu'une fois que j'étais en capacité de justement donner aux autres, c'est là où j'ai le plus reçu. En fait, c'est le jour où j'allais un peu mieux d'abord avec moi-même, c'est le jour où j'étais en capacité de faire le deuil et de me dire tiens, allez, avance, et d'avancer pour les bonnes raisons, que c'est là où j'ai beaucoup appris sur moi, et en attendant la prochaine aventure. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.